Christophe Baudouin, docteur en droit, conseiller du groupe Europe Liberté Démocratie au Parlement européen et auteur de La démocratie à l'épreuve et l'intégration européenne. Effectivement, et vous venez d'en parler, Madame le Président, de la crise de légitimité en Ukraine qui est le point de départ de l'embrasement. Et précisément, vous me donnez l'occasion de partir de ce point-là pour faire ma démonstration sur la crise de légitimité dans l'Union européenne du fait des transferts continus de compétences des États membres vers l'Union. La question est pourquoi en faire depuis 20 ans. Et parler, puisqu'on parle de droits de l'homme, parler de l'un des premiers droits de l'homme historiquement, qui est le grand oublié des droits fondamentaux contemporains, le grand oublié des droits fondamentaux européens, c'est le citoyen. Parce que c'est lui, le citoyen, qui était censé donner corps et donner vie à la démocratie par l'exercice de la souveraineté collective. Alors vous me pardonnerez par avance, mon propos va être un tout petit peu, je ne sais pas comment dire, un peu académique, puisque ce travail que je vous présente ce soir est le résultat d'une thèse de doctorat que j'ai soutenue l'année dernière. Mais je vais tâcher d'être concret, parce que ça n'empêche pas d'être concret. Le citoyen, les droits politiques, les droits civiques, grands oubliés des droits de l'homme contemporain. Pourquoi? Parce que nous sommes passés à autre chose, parce qu'il n'y a plus de frontières, parce que les États sont marginalisés, parce que les souverainetés sont relativisées, au nom d'un grand projet bâti sur de belles intentions, l'Europe. Et aujourd'hui, on pourrait dire l'Europe et le monde, l'unité humaine. Seulement voilà, il n'y a pas de peuple européen, au singulier. Il n'y a pas de peuple européen, alors, faute de peuple européen, on suggère que l'Union pourrait néanmoins demeurer démocratique à condition d'adopter une autre définition de la démocratie, une définition plus moderne, une définition héritée de Tocqueville qui avait défini, ou disons pronostiqué, le mouvement démocratique, qu'il distingue bien du régime démocratique, le mouvement démocratique comme l'égalité toujours plus grande des conditions. Vous venez d'y faire allusion, Madame le Président, avec cette multiplication des droits individuels, des droits subjectifs dans tous les domaines qui nous transforment en individus rois armés d'une kyrielle de droits procéduraux pour mener ce que certains ont appelé la guerre de tous contre tous. Alors, après le monarque, après le peuple souverain, qui vient donc d'être en quelque sorte chassé du trône au nom de l'irrésistible mouvement démocratique, le sens de l'histoire, dit-on dans les médias, eh bien nous sommes désormais tous rois, mais politiquement réduits à une forme d'impuissance collective, juridiquement surarmés, mais politiquement affaiblis. Je vous renvoie, et je voudrais lire la conclusion du dernier livre d'Alain Finkielkraut sur l'identité malheureuse, où il met bien en balance ce basculement de la démocratie comme régime, qui est fatigué, au mouvement démocratique. Il dit, je le cite, « Le régime dissimule, sous les envolées et les éclats de voix des joutes électorales, l'incapacité grandissante de la politique à infléchir le cours des choses. Il gère au jour le jour la désintégration nationale. Le processus, pendant ce temps, poursuit son travail d'indifférenciation. Le régime est une forme fatiguée, le processus une force qui va. Nous sommes là au cœur de
la discussion de ce soir. Alors bien sûr, ce cadre européen nouveau dans lequel nous vivons n'est pas né de la brutalité sanglante d'une guerre, il n'est pas né d'une conquête, d'une révolution, d'une guerre civile, il est né d'un consentement libre et à l'unanimité de nos gouvernements souverains à cette époque. Mais ce constat n'épuise pas la question de savoir si dans cet ensemble nouveau qui s'appelle l'Union européenne, que les États membres constituent désormais, cela n'épuise pas la question de savoir si ces mêmes États membres ont conservé les qualités démocratiques qu'ils avaient atteintes, chacun de leur côté, au niveau national. Autrement dit, que l'Europe intégrée soit la fille légitime des nations démocratiques du continent ne suffit pas à présumer le consentement des peuples, par exemple, aux quelques 26 000 actes juridiques européens aujourd'hui en vigueur, aux 9 000 arrêts de la Cour de justice de l'Union, qui s'impose, tout ce droit qui s'impose avec toute la rigueur de la primauté du droit européen et de l'immédiateté. Alors pour reprendre une expression, parce que vous allez peut-être trouver mon propos un peu rude, mais il suffit de lire tout simplement l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe du 30 juin 2009, la Cour constitutionnelle allemande, qui, au sujet du traité de Lisbonne, livre à tous et à toutes une fabuleuse leçon de droit constitutionnel et de sciences politiques, et qui rappelle ce qu'est la démocratie et ce qu'est l'Europe intégrée, et qui démontre que cette Europe intégrée, si elle continue sur le chemin sur lequel elle se trouve, aura définitivement rompu avec les critères de la démocratie. La Cour constitutionnelle allemande parle de déficit structurel de démocratie. On est bien là dans une logique qui est un vice de conception. Parce qu'un déficit, si c'est juste un déficit, il suffit de le combler. Si on en a les moyens. Quand on parle d'argent, c'est pas la même chose. On peut en avoir un. Mais si c'est une question de droit, d'institution, d'équilibre, il n'y a qu'à faire les réformes nécessaires. Le problème, c'est qu'il y a un vice de conception. Et le vice de conception, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit en démarrant. C'est l'absence de peuple européen. C'est insurmontable. Alors, faut-il être surpris de ce basculement dans ce que certains appellent déjà, et de grands professeurs de droit partout, la post-démocratie? Mais il suffit quand même de relire l'intention originelle des pères fondateurs et de leurs successeurs. Je rappelle évidemment que Jean Monnet nous avait prévenu: nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. Walter Hallstein, qui fut le premier président de la Commission européenne, avait annoncé la suppression de la frontière sémantique entre l'économie et la politique. Il annonçait tout simplement ce que l'intégration supranationale européenne allait réaliser: la disparition de la frontière, une de plus, entre l'économie et la politique. De hauts magistrats, et pas les moindres, les deux premiers présidents de la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg, Robert Lecourt et Pierre Pescator, qui furent en quelque sorte les pères de cette jurisprudence très audacieuse des années 63-64 qui, sur la primauté du droit européen et l'immédiateté du droit européen, ils avaient annoncé: nous sommes en train de fonder un nouvel ordre européen. Ils l'écrivent, ils le disent. Ils disent même: notre jurisprudence comporte une charge à effet différé. C'est-à-dire, vous allez voir, pas tout de suite, mais dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, lorsque l'Europe aura changé de dimension géographique et surtout lorsqu'elle se sera approfondie et qu'elle ne sera plus limitée, comme elle l'était à l'époque, aux questions commerciales, agricoles, mais qu'elle aura embrassé
quasiment tous les domaines des politiques publiques, eh bien vous verrez ce que signifie cette charge explosive que nous avons nous-mêmes intégrée dans notre jurisprudence. Et puis je ne résiste pas au plaisir, si on peut dire, de vous citer deux grands Européens s'il en est. D'abord l'ancien président de la Commission, Jacques Delors, qui, à la fin des années, en 99, sous les voûtes de la cathédrale de Strasbourg, prononçait cette phrase au sujet de la construction européenne. Il disait « Cette construction à l'allure technocratique et progressant sous l'égide d'une sorte de despotisme doux et éclairé doit se transfigurer en projet porteur de sens. » Parce que Jacques Delors est un homme d'une immense honnêteté et qui est un grand Européen et qui ne voulait pas rester là. Le président Barroso, enfin, ça sera ma dernière citation ici, l'actuel président de la Commission européenne a récemment, dans une conférence de presse, rangé de manière assez pertinente l'Union européenne dans la catégorie des empires. Il a parlé d'un empire non impérial, un empire qui n'est bien sûr pas construit par les armes, mais un empire construit par le droit et par le consentement, c'est vrai, initial de ces gouvernements. Donc il n'y a plus de doute sur ce basculement dans quelque chose qui n'est plus véritablement la démocratie politique telle que l'a définie, par exemple, la Constitution de la Ve République. Parce que je rappelle que la démocratie, ce n'est pas une idée en l'air, elle vient de l'État-cité antique jusqu'à l'État-nation moderne. Elle a été définie par la pensée originelle, par les grands philosophes, par Rousseau, par Montesquieu, comme la souveraineté du peuple sur son destin, l'exercice de la souveraineté collective. Et cette conception de la démocratie comme l'exercice de la souveraineté est inscrite noir sur blanc dans nos constitutions, dans les constitutions de nos États membres, à l'article 1 et à l'article 3 de l'actuelle constitution de la Ve République, par exemple. Cette définition de la démocratie est aussi inscrite noir sur blanc dans les traités internationaux, dans la Charte des Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans une bonne douzaine de résolutions des Nations Unies, dans les traités européens eux-mêmes. Et c'est là où je veux enfin en venir, c'est que le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union, enfin surtout le premier, qui est plus dans les grands principes, défend bien ou fait la promotion, met en avant la démocratie représentative, la démocratie politique. Et vous avez déjà entendu parler des fameux critères de Copenhague, critères définis par le Conseil européen de juin 1993 pour définir les conditions économiques et politiques auxquelles on peut accepter la candidature d'un nouvel État membre. Alors je passe sur les critères économiques, mais parmi les critères politiques, il y a un certain nombre d'éléments clés dont on peut se dire, voici ce que l'Union européenne entend par démocratie. Alors je me suis amusé à ce petit exercice qui était de confronter l'Union européenne elle-même à ses propres critères, à partir des critères de Copenhague et à partir du traité sur l'Union européenne actuelle. J'ai listé 7 critères. Je vais vous épargner la confrontation du système de l'Union européenne à chacun des critères. Je prendrai, si je peux, simplement 2 de ces critères et je vais citer les autres. Il y a bien sûr la hiérarchie des normes, ce qu'on appelle l'état de droit, la primauté du droit. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur le commissaire. Cette primauté du droit, on ne sait pas où on en est aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas si c'est le traité qui est à la tête de la hiérarchie des normes ou si c'est la Constitution. On ne sait pas ce qui doit prévaloir. Est-ce que c'est l'interprétation de la Cour de justice de Luxembourg ou est-ce que c'est l'interprétation de la Cour constitutionnelle allemande, qui est très différente, ou est-ce que c'est encore celle du Conseil constitutionnel français? Il y a, deuxième critère constitutionnel de la démocratie, bien sûr, on y pense presque spontanément, la séparation des pouvoirs, chère à Montesquieu. Il n'y a pas de constitution
démocratie, il n'y a pas d'état de droit s'il n'y a pas une séparation des pouvoirs, ou en tout cas des fonctions. Or, le système de l'Union européenne présente une joyeuse confusion des fonctions entre les mains, pour aller vite, d'une part, du Conseil, où les États membres absorbent une quantité considérable de la fonction législative, donc aux dépens des parlements nationaux, et la Commission, en partie surtout, qui cumule à la fois des compétences législatives, exécutives, juridictionnelles et répressives. On n'a jamais vu ça. Montesquieu ne doit pas en croire ses yeux. Troisième critère, la stabilité institutionnelle. La stabilité institutionnelle, la stabilité institutionnelle, je précise, elle est au premier rang des critères de Copenhague pour l'adhésion à l'Union européenne. La stabilité institutionnelle n'est pas le fort de l'Union. Nous avons eu, au cours des 20 dernières années, pas moins de 6 traités principaux. Ce qui a engendré, par exemple en France, des révisions constitutionnelles en cascade, ce qui fait qu'en 20 ans, les 2/3 de la Constitution française ont été modifiés. Depuis 20 ans. Sommes-nous toujours dans la Ve République? Je ne sais pas. Je sais que certains souhaitent passer à la 6e, mais au fond, nous sommes déjà dans une forme de régime qui n'est peut-être plus une république, qui n'est en tout cas pas la constitution de la Ve République d'autrefois. Quatrième critère de la démocratie, l'égale représentation des citoyens, qui est seul capable de conférer sa représentativité à un pouvoir. Eh bien, ce principe d'égale représentativité des citoyens est impossible à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, nous ne sommes pas un peuple européen, donc qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, on met en place, en écrivant le traité de Lisbonne, le système de vote à la majorité qualifiée? Eh bien, on instaure un système de pondération en fonction du poids démographique des États. Ce qui fait que l'électeur allemand, par exemple, n'a pas le même poids, en définitive, au Conseil, que l'électeur maltais. Il en est de même au Parlement européen. Le Parlement européen, il y a des contingentements nationaux de députés. Tout le monde n'a pas... Il y a en gros entre 6 et 96 députés. Les plus petits États, par exemple Malte, a 6 députés. Le plus grand, l'Allemagne, en a 96. On peut comprendre. Comment faire autrement? Je ne dis pas le contraire. Simplement, ça crée un déséquilibre dans la représentativité des citoyens, puisque un député maltais européen représente 67 000 citoyens, un député français, 12 fois plus, 857 000 citoyens. Donc, sur le plan des principes, il y a un problème. Et ça rend impossible l'expression de la volonté générale. La loi, selon notre Constitution française, est censée être l'expression de la volonté générale. 5e critère de la démocratie, pareil, on y pense assez spontanément, c'est celui de la responsabilité politique. L'exécutif est responsable devant l'Assemblée représentative de la nation. Or, aujourd'hui, plus de 8 lois nouvelles sur 10 sont conçues dans ce système de gouvernance supranationale qu'est l'Union européenne. C'est un système polycentrique de pouvoir. Polycentrique, il y a plusieurs centres. Pour pouvoir mettre en œuvre la responsabilité du responsable d'une décision qui vous déplaît, il faut encore l'identifier. Comment voulez-vous l'identifier dans un système où vous ne savez pas si finalement il faut aller, par exemple, manifester devant le siège de la Commission européenne ou devant le Parlement européen, devant le Conseil, devant la Cour de justice? Pourquoi pas elle qui est si inventive, si audacieuse dans ses interprétations jurisprudentielles? Et puis encore un élément, la Commission européenne n'est pas un gouvernement. Elle est officiellement, et très largement en réalité, une autorité indépendante. Et d'ailleurs, son indépendance est fixée et protégée par le traité. Or, qu'est-ce que la responsabilité politique? C'est la dépendance à l'égard du peuple. On ne peut pas être à la fois indépendant et dépendant.
Donc la Commission ne peut pas être réellement, de fait, elle ne peut pas être réellement responsable devant aucun peuple, d'autant qu'il n'y a pas de peuple européen. Je pourrais donner d'autres exemples en matière de rupture de la responsabilité politique, mais je ne veux pas alourdir le propos. Mais tout ça pour vous dire que la chaîne de légitimation qui relie le peuple à la loi, qui relie votre bulletin de vote à l'instant où vous désignez, où vous votez pour votre député à l'Assemblée nationale, le législateur, disait-on, entre ce bulletin de vote que vous mettez et l'acte juridique européen qui constitue, je le répète, aujourd'hui plus de 8 lois, plus de 80% de nos lois nouvelles, il n'y a plus qu'un rapport ténu, à force d'être tendu, et je pose la question, n'est-il pas rompu? Sixième critère, l'intelligibilité des institutions. Alors avec, évidemment, tout ce que je vous ai dit, vous allez être les premiers à me dire, effectivement, l'intelligibilité du pouvoir européen qui est aujourd'hui notre régime politique, elle est loin d'être évidente, même s'il y a eu des efforts de fait, c'est vrai, avec le traité de Lisbonne, en matière de publicité des débats et des votes au Conseil, en matière également de vote par appel nominal au Parlement européen, de façon à savoir quel député vote quoi. Bon, c'est quand même la moindre des choses. Il y a eu des efforts de fait. Néanmoins, le système reste très largement inintelligible pour la plupart des citoyens, et même, je vais vous dire, quand on a fait quelques études de droit, y compris de droit communautaire, c'est extrêmement compliqué entre les trilogues informels. Vous savez pas ce que c'est, je vous expliquerai après si vous le voulez. Les mécanismes de codécision, tout le rôle que jouent les comités d'experts, très influencés par les lobbies. Bruxelles est la capitale mondiale du lobbying, devant Washington. Les comités d'experts, 3094 comités d'experts qui conçoivent en amont la loi européenne, qui est après proposée par la Commission officiellement. Mais qui sont ces gens? Comment travaillent-ils? Quel agenda ont-ils? Comment sont composés ces comités? N'y a-t-il pas parfois des conflits d'intérêts avec de grands intérêts privés, par exemple? Donc nous voyons bien qu'il y a là un problème. Septième et dernier critère de la démocratie, dernier critère constitutionnel de la démocratie, la neutralité constitutionnelle. On apprend à un étudiant en première année de droit qu'est-ce que c'est qu'une constitution? C'est un cadre, c'est une sorte de loi cadre qui organise les pouvoirs publics et proclame des droits et libertés fondamentaux, des valeurs, les valeurs que la nation est censée partager. Rien de plus, rien de moins. Dans ce cadre constitutionnel, qui doit donc être neutre, c'est dans ce cadre qu'ensuite sont prises les décisions par les majorités successives, de droite, de gauche, d'ailleurs. Donc en aucun cas la Constitution ne fixe les choix, les grands choix économiques, monétaires, stratégiques. Or, les traités européens, qui sont notre nouvelle charte constitutionnelle, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de justice dans un arrêt de 1986, qui l'a répété depuis, et qui l'avait dit un peu avant. Notre nouvelle charte constitutionnelle, c'est-à-dire les traités communautaires, les traités de l'Union européenne, ne sont pas neutres, loin s'en faut. Ces traités sont des traités programmatiques. Ils fixent, entre autres, et avec force de détail, un certain nombre de choix suivants que vous connaissez déjà. Bien entendu, le marché unique, l'ouverture à la concurrence mondiale, la préférence pour la déflation monétaire, l'interdiction des déficits, l'interdiction du contrôle des mouvements de capitaux, des aides d'État, c'est-à-dire de toute politique industrielle, l'arrimage à l'OTAN, ou encore la lutte prioritaire contre le changement climatique. J'ai cité tous ces exemples. On peut être favorable à certains de ces choix ou extrêmement critique. La question n'est pas là. Ce n'est pas l'objet de mon propos. Je vous dis simplement que ces choix sont désormais juridiquement soustraits au débat politique et parlementaire parce qu'ils sont gravés dans le marbre des traités, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement immuables.
ils ont le caractère de dogme, à moins, évidemment, de faire un coup de grisou, à l'image du Premier ministre britannique David Cameron, et de dire, on remet tout à plat, parce que si vous n'êtes pas d'accord pour tout remettre à plat et tout rediscuter, pas tout rediscuter, mais rediscuter un certain nombre de priorités, à ce moment-là, eh bien moi j'organiserai un référendum dans mon pays sur l'appartenance à l'Union européenne. Et vous voyez immédiatement la réaction des élites européennes, que l'on peut comprendre et que l'on peut aussi partager, qui est de dire « Ah non, non, surtout pas de référendum », car la démocratie, le peuple, est devenu de plus en plus un obstacle à contourner. On le sait trop bien en France depuis le traité constitutionnel de 2005. Je vais maintenant conclure et ensuite on pourra discuter, j'ai peut-être été un peu long, pour vous dire que, et c'est la principale conclusion de ce travail que j'ai réalisé, c'est que, bien entendu, l'intégration européenne, qui était destinée à préserver la paix et à assurer la prospérité, n'a aujourd'hui pas tenu ses promesses. Et que, pire que ça, elle n'a été rendue possible qu'au prix d'une incroyable asphyxie des démocraties nationales. Une asphyxie proportionnelle aux abandons de souveraineté qui avaient été consentis aux institutions de Bruxelles et de Luxembourg. Mais sans que cette perte de souveraineté et donc cette perte de démocratie nationale ne soit compensée à l'échelle européenne. On a abandonné une grande part de notre souveraineté et donc de notre démocratie, mais nous n'avons pas réussi jusqu'alors à bâtir une démocratie de remplacement, une démocratie supranationale, une démocratie européenne. Ce passage de l'Europe des nations à l'Europe intégrée traduit peut-être l'achèvement annoncé depuis les Grecs du cycle démocratique. Au fond, et Raymond Aron l'avait dit, comme les despotismes finissent par s'user, les démocraties finissent par se corrompre. Et peut-être que l'Union européenne est la marque de ces démocraties fatiguées, beaucoup trop fatiguées, et qu'il faudrait restaurer, revivifier, remettre debout. J'ai introduit mon livre par une citation que j'aime beaucoup de Hannah Arendt, qui est, comme vous le savez, la philosophe du totalitarisme, et qui avait annoncé, au milieu des années 70, elle nous avait mis en garde contre, je cite, « l'effrayante mutation en bureaucratie qui guette toutes les démocraties. Après le règne des hommes et du droit viendra celui des bureaux anonymes et des ordinateurs qui menacent de dépérissement et d'extinction toutes les formes de gouvernement. Une fois de plus, expliquait-elle, et là vous allez voir comme c'est criant, tout commencera par un rêve et un projet nourri des meilleures intentions, mais dont les conséquences cauchemardesques ne seront décelables qu'au prix d'un examen critique. J'espère donc ici avoir contribué modestement à cet examen critique qui n'est pas si simple à réaliser en France, à contribuer à aider à sortir de ce que j'appelle le grand déni européen de la France et donc au renouvellement de la pensée critique notamment sur la construction européenne. Je vous remercie de m'avoir écouté.